En ce moment, certains États-nations et acteurs individuels interceptent et stockent une grande quantité de données chiffrées, comme des mots de passe, des informations bancaires et des numéros de sécurité sociale. Mais ils ne peuvent pas ouvrir ces fichiers, alors pourquoi le font-ils ? Eh bien parce qu'ils pensent que d'ici 10 à 20 ans, ils auront accès à un ordinateur quantique capable de casser ce chiffrement en quelques minutes. Cette procédure est connue sous le nom de Stocker maintenant, déchiffré plus tard, ou SNDL, et elle fonctionne parce qu'il existe aujourd'hui des informations qui auront encore de la valeur dans 10 ans, comme les recherches industrielles et pharmaceutiques ou les renseignements gouvernementaux top secrets, et tout le monde est conscient de cette menace. L'Agence nationale de la sécurité affirme qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant, s'il était construit, serait capable de compromettre tous les algorithmes de clés publiques largement utilisés. D'ici 5 à 10 ans, l'informatique quantique va briser le chiffrement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Même si les ordinateurs quantiques suffisamment puissants sont encore à plusieurs années de là, ils constituent déjà une menace à cause du principe « stocker maintenant, déchiffrer plus tard », ce qui explique pourquoi le Congrès américain vient de voter une loi obligeant toutes les agences à commencer dès maintenant à passer à de nouvelles méthodes de cryptographie impossibles à casser avec un ordinateur quantique. Vous savez, nos systèmes de chiffrement actuels ont été remarquablement efficaces, fonctionnant avec succès depuis plus de 40 ans. Jusqu'aux années 1970, si vous vouliez échanger des informations privées avec quelqu'un, il fallait d'abord se rencontrer en personne pour partager une clé secrète. Cette même clé servait à chiffrer et à déchiffrer les messages. On parle donc d'un algorithme à clé symétrique. Tant que personne d'autre ne met la main sur cette clé, vos messages sont en sécurité. Mais maintenant, que faire si vous voulez envoyer des informations à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré et qu'il est trop difficile de se rencontrer ? Vous ne pouvez pas partager une clé sur un canal non sécurisé, comme une ligne téléphonique ou par courrier, car elle pourrait être interceptée. Et c'est ce qui, en 1977, a conduit 3 scientifiques, Rivest, Shamir et Adleman, à une avancée en matière de chiffrement. Aujourd'hui, on le connaît sous leurs initiales, RSA. Et cela fonctionne à peu près comme ceci. Chaque personne possède 2 très grands nombres premiers, qu'elle garde secrets. Elle multiplie ces nombres pour obtenir un nombre encore plus grand qu'elle rend public. Maintenant, si je veux envoyer un message privé à quelqu'un, j'utilise son grand nombre public pour brouiller mon message, et je le brouille de telle manière qu'il est impossible de le débrouiller sans connaître les 2 facteurs premiers qui ont produit ce nombre. C'est un système à clé asymétrique, puisque différentes clés sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer le message. Il est donc facile pour mon destinataire de décoder le message, mais impossible pour tout le monde, sauf s'ils peuvent factoriser ce grand nombre public. Quelqu'un pourrait essayer de le factoriser avec un super ordinateur en utilisant le meilleur algorithme connu, le crible général des corps de nombres, mais la cryptographie moderne utilise des nombres premiers d'environ 313 chiffres. Factoriser un produit de 2 nombres premiers aussi grands, même avec un superordinateur, prendrait environ 16 millions d'années. Mais pas avec un ordinateur quantique. Voyez-vous, dans un ordinateur classique, un bit ne peut être que dans un seul état à la fois, soit 0, soit 1. Donc, si vous avez 2 bits, ils peuvent être dans l'un des 4 états possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Disons que chacun de ces états représente un nombre, 0, 1, 2 ou 3. Si nous voulons effectuer un calcul, par exemple élever 7 à la puissance de l'un de ces nombres, on ne peut le faire que pour un seul état à la fois. Dans ce cas, 7 au carré, et donc on obtient la réponse 49. Les ordinateurs quantiques sont constitués de qubits, qui ont aussi 2 états, 0 ou 1. Mais contrairement à un bit classique, un qubit ne doit pas être dans un seul état à la fois. Il peut être dans une combinaison arbitraire de ces états, une superposition si vous voulez de 0 et 1. Donc, si vous avez 2 qubits, ils peuvent exister simultanément dans une superposition de 0, 1, 2 et 3. Et maintenant, si on répète le même calcul, il va en fait le faire pour tous ces nombres en même temps. Et ce qu'il en ressort, c'est une superposition des différentes réponses. 1, 7, 49 et 343. Si on ajoute un autre qubit, on double le nombre d'états possibles. Donc, avec 3 qubits, on peut représenter 8 états, et donc faire 8 calculs en une seule fois.
Portez ce nombre à seulement 20 qubits et vous pouvez déjà représenter plus d'1 million d'états différents, ce qui veut dire que vous pouvez effectuer plus d'1 million de calculs en parallèle. Avec 300 qubits, vous pouvez représenter plus d'états qu'il n'y a de particules dans l'univers observable. Cela semble incroyablement puissant, et ça l'est, mais il y a un gros problème. Toutes les réponses du calcul sont intégrées dans une superposition d'états, mais vous ne pouvez pas simplement lire cette superposition. Lorsque vous effectuez une mesure, vous n'obtenez qu'une seule valeur issue de cette superposition, en gros au hasard, et toutes les autres informations sont perdues. Donc, pour exploiter la puissance d'un ordinateur quantique, il faut une méthode intelligente pour convertir une superposition d'états en une autre contenant uniquement l'information souhaitée. C'est une tâche incroyablement difficile, ce qui explique pourquoi, pour la plupart des applications, les ordinateurs quantiques sont inutiles. Jusqu'à présent, nous n'avons identifié que quelques problèmes pour lesquels nous savons le faire, mais par chance, ce sont précisément les problèmes qui constituent les fondements de presque toute la cryptographie à clé publique que nous utilisons aujourd'hui. En 1994, Peter Shor et Don Coppersmith ont découvert comment effectuer une transformée de Fourier quantique. Elle fonctionne exactement comme une transformée de Fourier classique. On l'applique à un signal périodique et elle renvoie les fréquences contenues dans ce signal. Cela peut ne pas sembler particulièrement intéressant, mais considérez ceci. Si nous avons une superposition d'états qui est périodique, c'est-à-dire que les termes dans la superposition sont espacés régulièrement, alors nous pouvons appliquer la transformée de Fourier quantique et obtenir des états contenant la fréquence du signal. Et ça, on peut le mesurer. La transformée de Fourier quantique nous permet d'extraire des informations de fréquence à partir d'une superposition périodique, et cela va s'avérer utile. Alors, comment un ordinateur quantique peut-il factoriser le produit de deux nombres premiers bien plus rapidement qu'un ordinateur conventionnel ? Je vais expliquer cela en commençant par un exemple simple, sans avoir besoin d'un ordinateur quantique, puis je montrerai comment un ordinateur quantique peut exécuter cette méthode même pour un très grand nombre en peu de temps. Disons que nous avons un nombre n qui est le produit de deux nombres premiers, p et q. Pour les besoins de cet exemple, prenons n égale à 77. Je parie que vous pouvez deviner les facteurs premiers, mais faisons comme si nous ne les connaissions pas, car avec un produit de très grand nombre premiers, nous ne le saurions pas. Je vais maintenant utiliser une propriété des nombres qui semble presque magique. Choisissez un nombre g qui ne partage aucun facteur avec n. Si vous multipliez g par lui-même encore et encore, vous finirez toujours par atteindre un multiple de n plus 1. Autrement dit, vous pouvez toujours trouver un exposant r tel que g à la puissance r soit égal à un multiple de n plus 1. Voyons comment cela fonctionne. Choisissez un nombre plus petit que 77. Je vais prendre le nombre 8. Ce nombre ne partage aucun facteur avec 77, et si vous faisiez cela avec de grands nombres premiers, il serait aussi extrêmement improbable que vous choisissiez par hasard un nombre qui en partage. Maintenant, multipliez 8 par lui-même une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite, en élevant 8 à des puissances de plus en plus grandes, puis divisez chacun de ces nombres par 77. Nous ne nous intéressons pas vraiment au nombre de fois que 77 entre dans le nombre, mais au reste, ce qu'il en reste. Car à un moment donné, 77 devrait diviser l'un de ces nombres avec un reste exactement égal à 1. Donc, 8 divisé par 77 donne 0, avec un reste de 8. 64 divisé par 77 donne 0, reste 64. 512 divisé par 77 donne 6, reste 50. Et en continuant, on obtient des restes de 15, 43, 36, 57, 71, 29 et enfin 1. Et voilà, 8 à la puissance 10 donne 1 de plus qu'un multiple de 77. Nous avons donc trouvé l'exposant R qui satisfait cette équation. Mais en quoi cela nous aide-t-il à trouver les facteurs de n ? Eh bien, nous réarrangeons l'équation pour faire passer le 1 du côté gauche, puis nous pouvons la séparer en deux termes, comme ceci. Et maintenant, tant que R est un nombre pair, nous avons un entier multiplié par un autre entier qui est égal à un multiple de n. Cela ressemble étrangement à P fois Q égale à n. Puisque nous savons que P et Q sont du côté droit de cette équation, ils doivent aussi être du côté gauche, simplement multipliés par d'autres facteurs.
Une façon de voir ce que nous avons fait, c'est de partir d'une mauvaise supposition pour l'un des facteurs, g, et en trouvant l'exposant r, nous l'avons transformé en deux suppositions bien meilleures qui partagent probablement des facteurs avec n. Comme r valait 10, les deux termes du côté gauche sont 8 à la puissance 5 plus 1, soit 32 769, et 8 à la puissance 5 moins 1, soit 32 767. Ces deux nombres partagent probablement des facteurs avec n. Alors comment les trouver? On utilise l'algorithme d'Euclide. Si vous voulez trouver le plus grand diviseur commun de deux nombres, disons 32 769 et 77, divisez le plus grand par le plus petit et notez le reste. Dans ce cas, 32 769 divisé par 77 donne un reste de 44. Puis, décalez les nombres d'un cran vers la gauche et recommencez. Donc, maintenant, on divise 77 par 44, et on obtient un reste de 33. On répète le processus. 44 divisé par 33 donne un reste de 11. Et encore une fois, 33 divisé par 11 donne 3, reste 0. Lorsque le reste est nul, le diviseur est le plus grand facteur commun entre les deux nombres de départ. Dans ce cas, c'est 11, qui est bien un facteur de 77 et de 32 769. Vous pouvez faire la même chose avec l'autre nombre ou simplement diviser 77 par 11 pour obtenir 7, son autre facteur premier. Donc pour résumer, si vous voulez trouver les facteurs premiers p et q d'un nombre n, d'abord faites une mauvaise supposition g, ensuite trouvez combien de fois r vous devez multiplier g par lui-même pour obtenir un de plus qu'un multiple de n, troisièmement, utilisez cet exposant pour calculer deux nouveaux nombres qui partagent probablement des facteurs avec n. Et enfin, utilisez l'algorithme d'Euclide pour trouver les facteurs communs entre ces nombres et n, ce qui devrait vous donner p et q. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur quantique pour effectuer ces étapes, mais sur un ordinateur classique, cette méthode ne serait pas plus rapide que d'autres. Le processus clé qu'un ordinateur quantique accélère, c'est l'étape 2. Trouver l'exposant auquel il faut élever g pour obtenir un de plus qu'un multiple de n. Pour comprendre pourquoi, revenons à notre exemple où 8 à la puissance 10 est un de plus qu'un multiple de 77. Regardez ce qui se passe avec les restes si on continue au-delà de 8 à la puissance 10 vers 8 à la puissance 11, 12 et ainsi de suite. On obtient des restes de 8, 64, 50, 15, 43, 36, 57, 71, 29 et de nouveau 1. Les restes forment un cycle et ce cycle va continuer indéfiniment. Remarquez que l'exposant qui donne un reste égal à 1 est 20, soit 10 de plus que le premier exposant qui donnait 1. On sait donc que 8 à la puissance 30, 40 ou toute puissance multiple de 10 sera aussi un de plus qu'un multiple de 77. Il est aussi intéressant de noter que si vous prenez n'importe quel reste, disons 15, la prochaine fois que ce même reste apparaît, l'exposant aura augmenté de 10. Vous pouvez donc trouver l'exposant R qui donne 1 de plus qu'un multiple de n en regardant l'écart entre deux occurrences de n'importe quel reste, pas seulement 1. Souvenez-vous de cela. Ici, je trace les restes sur une échelle logarithmique pour que vous puissiez voir qu'ils sont périodiques avec une période de 10. Si j'avais fait une autre supposition, disons que j'avais choisi g égale à 15 au lieu de 8, eh bien la période serait différente et les restes seraient différents, mais il y aurait toujours un reste de 1. Pourquoi? Eh bien, maintenant que vous pouvez voir que c'est un motif répétitif, nous pouvons revenir au début. Et tout nombre élevé à la puissance 0 donne 1. Donc, c'est en fait le premier reste, il doit donc aussi apparaître au moment où le cycle recommence. Nous sommes maintenant prêts à utiliser un ordinateur quantique pour factoriser un grand produit de deux nombres premiers. D'abord, nous divisons les qubits en deux ensembles. Le premier ensemble est préparé dans une superposition de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et ainsi de suite jusqu'à 10 puissance 1234. Oui, c'est une superposition énorme, mais si nous avions des qubits parfaits, cela ne nécessiterait qu'environ 4100 qubits. L'autre ensemble contient un nombre similaire de qubits, tous laissés à l'état 0 pour l'instant. Nous faisons maintenant notre supposition G, qui probablement ne partage pas de facteur avec n.
Nous élevons G à la puissance du premier ensemble de qubits, puis nous divisons par n et stockons le reste dans le second ensemble de qubits en laissant le premier ensemble inchangé. Nous avons maintenant une superposition de tous les nombres que nous avons utilisés au départ et du reste obtenu en élevant G à ses puissances, puis en divisant par n. Et grâce à cette opération, nous avons corrélé nos deux ensembles de qubits. Mais nous ne pouvons pas simplement mesurer cette superposition. Si nous le faisions, nous obtiendrions une valeur aléatoire et n'apprendrions rien. Mais il y a une astuce que nous pouvons utiliser. Si nous ne mesurons pas toute la superposition, mais seulement la partie concernant le reste, nous obtiendrons un reste aléatoire. Mais ce reste n'apparaîtra pas une seule fois. Il apparaîtra plusieurs fois, chaque fois qu'il revient dans le cycle. Imaginez que nous faisions cela avec l'exemple précédent, avec n égale à 77 et g égale à 8. Si le reste que nous avons mesuré était, disons, 15, alors il y aurait plusieurs termes dans notre superposition, car il existe plusieurs exposants auxquels on peut élever g pour obtenir ce même reste. Les exposants 4, 14, 24, 34, et ainsi de suite. Ils sont tous espacés de 10, et cette valeur est l'exposant qui satisfait notre équation. Donc, plus généralement, après avoir mesuré le reste, il nous reste une superposition d'états qui partagent tous ce même reste, et les exposants sont tous séparés par la même quantité R. C'est le nombre que nous cherchons. Puisque le reste est maintenant le même pour tous les états, nous pouvons le mettre de côté, et nous avons une superposition qui est périodique. Chaque terme est séparé de ses voisins par une quantité R. Si nous appliquons maintenant la transformée de Fourier quantique à cette superposition d'états, je simplifie un peu ici, nous obtiendrons des états contenant 1 sur R. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est effectuer une mesure et trouver R en prenant son inverse. Et c'est tout pour la partie quantique. Maintenant, tant que R se révèle être pair, nous pouvons utiliser R pour transformer notre mauvaise supposition G en deux nombres qui partagent probablement des facteurs avec n. Et tant que ces termes eux-mêmes ne sont pas un multiple de n, nous pouvons utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver les facteurs de n et casser le chiffrement. Cela ne nécessiterait que plusieurs milliers de qubits parfaits, mais les qubits que nous avons aujourd'hui sont imparfaits. Nous avons donc besoin de qubits supplémentaires pour servir d'informations redondantes. En 2012, on estimait qu'il faudrait 1 milliard de qubits physiques pour casser le chiffrement RSA. Mais 5 ans plus tard, ce chiffre avait chuté à 230 millions. Et en 2019, après d'autres percées technologiques, cette estimation a plongé à seulement 20 millions de qubits physiques. Alors, combien de qubits avons-nous aujourd'hui ? Eh bien, si l'on regarde l'état des ordinateurs quantiques d'IBM, nous sommes loin d'avoir ce nombre de qubits, mais les progrès semblent exponentiels. La question est donc de savoir quand ces deux courbes vont se croiser avant que tout notre chiffrement à clé publique existant puisse être cassé. Comme nous savons depuis longtemps que cette menace approche, les scientifiques ont cherché de nouvelles façons de chiffrer les données pouvant résister à des attaques menées par des ordinateurs classiques et quantiques. En 2016, le NIST, l'Institut national des normes et de la technologie, a lancé un concours pour trouver de nouveaux algorithmes de chiffrement résistants aux ordinateurs quantiques. Des cryptographes du monde entier ont soumis 82 propositions qui ont été rigoureusement testées. Certaines ont été cassées et le 5 juillet 2022, le NIST a sélectionné 4 algorithmes pour faire partie de leur standard cryptographique post-quantique. Alors, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, 3 des algorithmes sont basés sur les mathématiques des réseaux. Faisons donc un exemple simple dans le plan en 2 dimensions. Prenez 2 vecteurs R1 et R2. En combinant différentes combinaisons entières de ces vecteurs, disons 3 fois R1 et 1 fois R2, vous pouvez atteindre différents points. Et tous les points que vous pouvez atteindre en combinant ces 2 vecteurs de différentes façons forment ce qu'on appelle un réseau. Maintenant, je vous donne aussi le point C, et votre tâche est de me dire quelle combinaison de R1 et R2 vous amène au point du réseau le plus proche de C. C'est assez facile de voir qu'on peut y arriver en allant 2 fois dans la direction de R2 et 2 fois dans la direction négative de R1. Assez simple. Mais ces vecteurs R1 et R2 ne sont pas les seuls vecteurs qui peuvent générer ce réseau. Prenez B1 et B2 par exemple. Ces vecteurs produisent aussi le même réseau. Et maintenant, si je vous pose la même question, pouvez-vous me dire la combinaison de B1 et B2 qui vous amène au point du réseau le plus proche de C ?
cela devient beaucoup plus difficile. Mais pourquoi? Chaque fois que nous faisons un pas, nous essayons de nous rapprocher soit dans la direction X, soit dans la direction Y, mais avec les vecteurs B. À chaque fois que nous faisons un pas dans la bonne direction avec un vecteur, cela nous déplace dans l'autre direction. Et c'est pour cela que ces vecteurs sont beaucoup plus difficiles à utiliser. Au final, il faut une combinaison de 8 fois B1 et moins 6 fois B2 pour atteindre le point du réseau le plus proche. C'est bien plus difficile qu'avant, mais cela reste un problème relativement simple à résoudre. Mais si l'on passe à 3 dimensions, cela devient déjà bien plus compliqué, surtout parce qu'on ne vous donne pas l'ensemble des points du réseau. On vous donne seulement les vecteurs qui le composent. Donc, quand vous trouvez un point du réseau proche de la cible, vous devez encore trouver tous les autres points du réseau autour pour être sûr que le vôtre est bien le plus proche. Prenons un cercle de rayon R en 2 dimensions. Le nombre de points du réseau à l'intérieur du cercle est proportionnel à R au carré. Ajoutez une 3e dimension et le nombre de points dans la sphère est proportionnel à R au cube. Observez donc comment le nombre de points du réseau croît à mesure que l'on augmente le nombre de dimensions. Résoudre le problème du vecteur le plus proche est un jeu d'enfant pour votre ordinateur en 3 dimensions. Même 100 dimensions devraient être gérables. Mais dans les futurs systèmes de chiffrement proposés, on utilisera environ 1000 dimensions. Faire un pas dans la bonne direction dans une de ces dimensions peut potentiellement vous faire un mauvais pas dans les 999 autres. Vous gagnez sur une, vous perdez tout le reste. Avec autant de dimensions, il devient extrêmement difficile de trouver le point le plus proche, même pour les ordinateurs les plus puissants. Sauf si vous connaissez un bon ensemble de vecteurs. Alors comment utilise-t-on cela pour chiffrer des données? Eh bien, revenons à notre exemple en 2 dimensions. Chaque personne possède un bon ensemble de vecteurs qui décrit un réseau, mais elle garde ces vecteurs secrets et elle ne partage publiquement son réseau qu'avec un ensemble de vecteurs difficiles à manipuler. Maintenant, si je veux envoyer un message à quelqu'un, je choisis un point sur son réseau. Par exemple, disons que ce point correspond au nombre 7. Donc, si je veux envoyer le nombre 7, je peux prendre ce point, puis y ajouter un peu de bruit aléatoire. Ainsi, le message que j'envoie n'est pas exactement à ce point, mais proche de celui-ci. Pour décoder le message, mon destinataire doit déterminer quel point du réseau est le plus proche du point du message. Dans 1000 dimensions, ce sera extrêmement difficile à faire. À moins de posséder le bon ensemble de vecteurs, ce que mon destinataire a. C'est donc facile pour le destinataire, qui a les bons vecteurs, mais difficile pour tout le monde. Et à ce que l'on sache, ce problème est extrêmement difficile à résoudre pour les ordinateurs classiques comme pour les ordinateurs quantiques. Dans l'ombre, une armée de chercheurs, de mathématiciens et de cryptographes travaille pour s'assurer que vos données secrètes restent secrètes. Ce sont quelques-uns des héros méconnus qui nous protégeront à l'avenir, évitant la surveillance de masse par les gouvernements, protégeant les infrastructures critiques et vous permettant de vivre comme si les ordinateurs quantiques n'avaient jamais été inventés.